Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de nous intéresser au début du coaching en France. En 2020, nous les coachs sommes si présents qu'il serait presque possible de croire que notre métier a toujours existé. Pourtant, c'est faux. Si nous pouvions revenir 30 ou 40 ans en arrière, nous pourrions alors assister à l'émergence de ce nouveau métier dans le domaine de l'accompagnement au changement. Et c'est pour retracer une partie de cette histoire récente que j'ai invité Jean-Yves Arrivé. Coach et superviseur, il fait partie des pionniers du coaching en France. D'ailleurs, il compare les premières années de ce métier au Far West. Tout était à défricher et à construire. Son parcours de coach va nous faire voyager puisqu'il se forme au Canada et qu'il pratique le coaching ainsi que la supervision, en France bien sûr, mais aussi en Tunisie et au Maroc. Avec Jean-Yves, nous allons pouvoir prendre de la hauteur car je vais l'inviter à analyser l'évolution du métier de coach, à comparer la pratique du coaching au Maghreb et à évoquer les difficultés des coachs qu'il supervise et bien sûr les conseils qu'il leur donne. Investissez 30 minutes dans l'écoute de cet épisode car la vision de ce précurseur va nous rappeler, au travers des anecdotes et souvenirs qu'il nous livre, que notre métier est précieux, utile et toujours en cours d'évolution. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Jean-Yves Arrivé, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Je n'en avais strictement aucune idée. Je venais d'un milieu agricole. Je vivais dans un petit village. J'ai fait ma scolarité dans une classe qui comprenait des enfants de 4 à 10 ans. J'ai donc bénéficié, si j'ose dire, d'un enseignement très précoce de la lecture et de l'écriture. Et j'ai malheureusement dû subir la condamnation puisque j'étais un enfant gaucher. Et on a exigé que j'écrive de la main droite. Et j'ai beaucoup souffert de ça pendant des années parce que j'avais des problèmes de latéralisation épouvantables. Tu te souviens des qualités que tu avais, enfant ? La générosité, ça c'est clair. J'adorais aider. Aider autour de moi, aider mes parents, aider ma famille, aider mes camarades, y compris à mon détriment. Jusqu'à t'oublier ? Oui. Tu peux nous parler un peu de tes études, le lycée par exemple ? Ça a été assez catastrophique. J'ai des souvenirs comme on fera jamais rien de ce gamin-là. J'ai traîné dans un collège d'enseignement général puisqu'à l'époque on avait créé cela pour les enfants des milieux populaires. Le lycée, ça a été mauvais. La mention des profs, c'était doit faire ses preuves à l'examen. Donc c'était en général une condamnation à mort. Et j'ai eu mon bac avec 10,17 bac ES. À l'époque on disait un bac B. Donc j'étais absolument pas un bon élève. Et c'est quand même assez amusant de devenir un an plus tard instituteur. Alors justement, après le bac, tu fais quoi ? Je travaille à la SNCF, je ramasse des billets le matin, tôt, sur les quais de la gare. Et l'après-midi, je vais somnoler à l'université. Je crois que je savais pas bien ce que je voulais faire, donc comme j'avais fait un bac B, je me suis inscrit en sciences économiques. À la fin du premier semestre, on m'a dit « Vous avez un niveau trop nul en maths, donc on vous propose d'aller en droit ». Le droit, je trouvais ça extrêmement ennuyeux, surtout en première année. L'année suivante, j'ai tenté la linguistique et la troisième année, la philosophie. Et puis j'ai triché, j'ai choisi ensuite l'espagnol, parce que je parlais déjà couramment espagnol à l'époque pour des raisons personnelles. J'ai réussi à obtenir un diplôme, un diplôme universitaire de deuxième année, ce qu'on a appelé un DUG, puis après on a appelé ça plus rien. Et je n'avais toujours pas su ce que j'allais faire. Donc l'enseignement, c'est tout simplement parce qu'un camarade de lycée qui m'avait vu sur le quai de la gare m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas faire instituteur remplaçant ? Tu travailleras moins et ça te laissera plus de temps pour la fac puisque un instit ne travaille que 24 heures ou 27 heures. » Grave erreur, un instituteur travaille beaucoup plus si on inclut le travail de préparation et surtout, double grave erreur, moi le cancre, je peux le dire maintenant, je devais travailler les problèmes de CM2 la veille pour être sûr quand même d'être au niveau devant les élèves. Les robinets qui fuient, les trains qui partent et qui se croisent quelque part, c'était un mystère pour moi tout ça. Tu retiens quoi de cette expérience en fait dans l'enseignement ? J'ai beaucoup appris et donc j'étais l'instituteur qui aimait les cancres. C'est-à-dire que je ne m'occupais que des élèves qui étaient en difficulté. Les autres, ça roulait tout seul. On leur donnait quelques exercices et puis tout allait bien. Et je portais une attention forte sur les enfants en difficulté, en perte de vitesse, en échec.
Et c'est sans doute ce qui a conduit ma hiérarchie à me proposer de me spécialiser en rééducation psychopédagogique et donc d'entamer des études de psychologie pour cela. Alors justement, tu peux nous en parler, des études de psychologie Pour devenir rééducateur psychopédagogique dans les groupes d'aide psychopédagogique, puisqu'à l'époque je travaillais dans une banlieue très défavorisée, à Argenteuil, c'était des endroits où on travaillait avec les enfants qui étaient plutôt en échec, en troubles du comportement. Et j'ai eu la chance extraordinaire, comme c'était un endroit où personne ne voulait aller, ce quartier, on m'a donné un poste de faisant fonction, donc comme si j'étais déjà un rééducateur psychopédagogique confirmé. J'ai travaillé avec une femme extraordinaire qui a maintenant le prix Goncourt, qui s'appelle Lydie Salver, qui était la plus jeune médecin pédopsychiatre de région parisienne. On a monté une expérience totalement unique où on prenait en charge les enfants en thérapie et en soutien psychologique à l'école. Et tu retiens quoi de cette expérience ? C'était formidable. Les enfants étaient dans un environnement protégé et ils reprenaient, pour certains en tous les cas, goût à l'effort, à l'apprentissage. Ils en voyaient la finalité. J'avais été très inspiré par les travaux de Donald Winnicott et j'utilisais beaucoup le jeu comme un système transitionnel en quelque sorte qui permettait d'aider l'enfant à comprendre l'intérêt de l'apprentissage et à faire la différence entre le play et le game, puisque dans un cas il y a des règles et dans d'autres pas. Je n'ai jamais oublié que dans le coaching on est dans le game et pas dans le play. À quel moment tu t'intéresses au coaching ? Au Québec, puisque je menais une mission pour le compte de la PHP sur la transférabilité de l'accompagnement à la mort dans les unités de soins palliatifs. Les Québécois, dans ces domaines-là, comme dans l'accompagnement des personnes, étaient très en avance. Et donc, quand j'étais sur place là-bas, j'ai rencontré des gens qui ne se disaient pas coach, mais qui disaient nous autres, on fait de l'accompagnement individualisé au changement parce qu'on n'aime pas les mots anglais. Donc, j'ai découvert ça m'a fasciné. On était au début des années 90, je suis allé me former à Montréal et on a monté une sorte de groupe autogéré puisqu'à l'époque, les écoles de coaching n'existaient pas. On avait une salle qui nous était prêtée par l'université à Montréal et on se retrouvait une dizaine de jours par an l'été entre collègues, consultants, spécialistes du management, psychologues, ethno, etc. Et on avait créé un système assez proche des groupes de développement, c'est-à-dire qu'on avait un superviseur. Le matin, chacun faisait un exposé à tour de rôle sur son champ théorique. Et l'après-midi, on travaillait sur des cas avec une régulation faite par un superviseur. Comment as-tu géré la transition dans ta vie professionnelle entre la formation, la pédagogie, l'accompagnement spécialisé et le coaching ? Je suis retourné à l'université après mon premier diplôme de psychologie et j'ai préparé un master 2 en accompagnement du changement dans les organisations. Et déjà, là, je me suis intéressé à la question des groupes et de la dynamique des groupes. Et j'ai pensé qu'il y avait sans doute, au-delà de l'intervention psychosociale qui était la norme dans l'entreprise des années 60-70, il y avait sans doute des évolutions à imaginer parce que j'ai vécu des choses assez horribles dans certaines institutions, des séminaires d'une semaine où les cadres partaient en pleurant avec un psy à chaque bout de la table qui ne parlait pas. Donc je me suis dit, là il y a un problème, on se trompe de lieu et d'objectif. Donc j'imaginais qu'il y avait des choses à réaliser, mais quand je suis rentré avec mon expérience québécoise, on m'a dit ouais, vous savez, c'est un truc américain, ça marchera pas en France. J'ai dit très bien, bon c'est pas grave. Et puis un jour, en lisant Le Monde, j'ai découvert un entrefilet annonçant la naissance de la SF Coach, la Société française de coaching. Et je me suis dit tiens, je vais aller les voir. J'ai vu des gens un peu trop psy à l'époque, de mon point de vue. Un peu trop pontifiant aussi, c'était une société savante un peu, la SF Coach au démarrage. Je me disais c'est bien, il y a une association, c'est sérieux, il y a une accréditation, donc j'ai préparé cette accréditation. Je l'ai passée avec un jury de 4 personnes qui sont maintenant des gens très connus dans le monde du coaching. J'ai trouvé une légitimité, alors elle m'a peut-être fait du bien, je suis pas persuadé qu'elle était fondée sur des éléments hyper rationnels, mais c'est très difficile au fond d'évaluer rationnellement la compétence d'un coach. Tu rejoins un cabinet de coaching à ce moment-là ? Non, je me sentais encore pas prêt à être un indépendant, donc j'ai travaillé pour le compte d'un cabinet de taille moyenne qui s'appelait le groupe Centauri-Dep, qui était dirigé par Lionel Bélanger, donc un groupe d'une 50aine de consultants. Et Lionel m'a chargé de développer le coaching au sein de l'entité conseil
du cabinet. Et au bout de 2 à 3 ans, j'ai trouvé que les orientations ne collaient pas sur le plan éthique. Donc, je suis passé dans un autre groupe qui s'appelait le groupe Quaternaire, qui est l'ancêtre de BPI en fait. Je n'ai pas non plus trouvé ma place dans ce groupe et c'est là que j'ai décidé de créer ma première structure. Qu'est-ce que tu retiens de ces premières expériences, de ces premiers accompagnements du coup ? J'ai beaucoup appris et j'ai compris que l'accompagnement de type coaching, c'est un apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qu'on va pouvoir accompagner avec certitude un client. C'est une aventure qui commence à chaque nouveau coaching. Et on ne doit pas avoir de certitude quand on est coach. Donc tu crées ton cabinet. J'imagine que tu t'entoures aussi. Je m'entoure, c'est-à-dire que le cabinet était assez classiquement organisé en départements qui étaient plus rémunérateurs que le coaching qui démarrait à l'époque, c'est-à-dire le recrutement, la formation et le coaching. Donc il y avait 3 départements. Là, on était dans les années 2002-2003, à une époque où il y avait encore un bon marché. Et au bout de 3 ou 4 ans, je me dis, non, le coaching doit avoir un espace à part. C'est pas possible de considérer que c'est la même chose ou proche du recrutement, alors que dans le recrutement, on est dans l'évaluation, alors que dans le coaching, on est dans le développement, dans l'accompagnement de la personne. Et donc, je décide de fonder Co-Acting. Co-Acting, c'est agir ensemble, travailler ensemble, et c'est la symbolique du coaching. Le coach et le coaché travaillent. Chacun a son rôle et sa partition, mais c'est un travail en commun. Qu'est-ce que tu retiens justement de ces années où tu t'es spécialisé dans le coaching, dans l'accompagnement ? J'avais l'impression d'être un pionnier et j'ai toujours adoré être à l'origine de projets innovants. On vit dans un monde qui change beaucoup et je trouve que les institutions mettent trop de temps à s'adapter. Il faut être beaucoup plus réactif pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, les entreprises le voient bien à l'heure actuelle. Elles n'ont toujours pas compris ce qui se passe avec les générations Y et Z, comment manager différemment, comment organiser le travail différemment, comment s'appuyer beaucoup plus sur les compétences des collaborateurs et concevoir le management comme un accompagnement et pas comme un contrôle. Et du coup, tu appréciais d'être celui qui va faciliter l'émergence d'un changement au sein des organisations. J'ai un côté probablement éminence grise, c'est-à-dire je suis rarement celui qui est le numéro 1. J'ai été pendant 13 ans administrateur de la Société française de coaching, mais j'ai toujours refusé d'en être le président, alors qu'on me l'a proposé à plusieurs reprises. J'aime bien être l'éminence grise parce que pour moi, il y a une espèce de liberté que n'a plus un président ou un dirigeant. Qu'est-ce qui te faisait accepter, et qu'est-ce qui te fait encore aujourd'hui accepter un mandat de coaching ? Pour moi, un mandat de coaching, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec une personne. Première chose, je veux vérifier qu'il soit vraiment demandeur et pas qu'on lui ait dit « Bon, allez, il faut que tu fasses un coaching ». J'ai eu des demandes de ce type-là dans certaines entreprises et j'ai refusé immédiatement. Le coaching, c'est une implication et un travail d'une personne. Je vois pas comment on fait boire un âne qui n'a pas soif. Et comment tu qualifierais ton approche de l'accompagnement ? Il y a 2 mots-clés pour moi, c'est respect et bienveillance. Les personnes fonctionnent différemment de moi, probablement, dans le rôle de dirigeant et de manager. Et je dois être à l'écoute et dans la compréhension de leur mode de fonctionnement sans les juger et simplement faire miroir lorsque, dans leur comportement ou dans leur modalité de fonctionnement, il y a des choses qui peuvent être des dangers pour leurs collaborateurs, par exemple. Par rapport à la confrontation, tu gérais ça comment avec tes clients ? Parfois, c'est nécessaire de confronter. Oui, mais je crois que les clients sont très ouverts à la confrontation, et y compris ceux que je n'attendais pas d'ailleurs. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accompagner des clients qui étaient demandeurs, mais je sais que dans les premières minutes de l'entretien, je m'étais dit ça peut être un coaching mais pas avec moi, alors lui j'ai vraiment pas envie. Et en général, il me choisissait. Je démarrais, j'étais choisi, j'y allais, et j'ai découvert que avec certains, la confrontation a été très forte. Mais le résultat était extraordinaire. Je me souviens en particulier d'un manager dans la grande distribution. Il n'était pas franchement demandeur au départ. Le coaching arrivait après le suicide d'un membre sur le lieu de travail. C'était une équipe d'acheteurs internationaux. Le monsieur est arrivé vraiment à reculons, en me disant que, en gros, c'était lui le patron et qu'il allait créer le cadre. Et je lui ai dit que le cadre, ça, c'est le travail du coach. Quand on a eu terminé la séance, il a dit, bon, ok, c'est bon, je vous ai choisi. Et je dis, ah non, ça se passe pas comme ça, monsieur. Moi, j'ai besoin de temps pour réfléchir et pour être sûr que je vais pouvoir faire un bon travail avec vous. Donc, je vous donnerai une réponse la semaine prochaine. On a travaillé ensemble. Il a fait un énorme travail et l'entreprise a compris surtout que c'était un homme avec de grands talents, mais certainement pas celui de manager. Sur quel domaine tes clients t'ont le fait plus avancer, t'ont le fait plus bosser ? Parce qu'il y a aussi le client qui te fait bosser quand même. Alors, les clients me font toujours travailler et c'est ça que j'aime parce que déjà, il faut que je comprenne leur univers. J'ai travaillé dans le monde de l'assurance, de la banque, de l'industrie, avec des patrons de PME, aussi bien qu'avec des comités de direction de boîtes du CAC 40. Et à chaque fois, il faut découvrir un univers, comprendre des contraintes et les accepter, composer avec tout ça et se remettre en cause.
On a des croyances, nous aussi les coachs, sur les métiers des autres, sur le confort ou l'inconfort de tel métier, l'aisance financière que ça donne, etc. Et on découvre des êtres humains derrière ça. Et je trouve qu'à chaque fois, ce sont des découvertes passionnantes. Peut-être que tu pourrais nous partager certaines de ces découvertes, justement ? Si je reviens même sur plusieurs cas, puisque j'en ai eu un autre comme ça, je reproche aux entreprises de n'avoir pas compris que le management, c'est une action qui suppose une ouverture, une relation, une écoute aux autres, et il faut arrêter de promouvoir des gens qui ont fait des carrières brillantes de techniciens, parce que c'est une véritable catastrophe, mais une catastrophe pour eux d'abord. Ces gens-là, on leur fait violence, et ça donne rien de bon. Tu veux dire qu'ils n'ont pas forcément les qualités humaines pour faire du management, c'est ça ? Absolument. Et c'est pas gênant, on a besoin d'experts aussi. Il y a une entreprise qui a très bien compris ça, c'est Air Liquide. Quand je travaillais avec eux il y a une vingtaine d'années, ils avaient décidé 2 méthodes pour faire avancer les carrières des cadres. L'une était le management, l'autre était ce qu'ils appelaient l'échelle technique, technical ladder. On pouvait finir sa carrière dans le groupe en tant qu'expert avec un niveau de salaire relativement comparable à un patron de direction. Qu'est-ce que tes clients appréciaient chez toi le plus en tant que coach ? D'après ce qu'ils me disent, eux, c'est mon honnêteté, mon écoute, mon charisme et le sentiment de n'être jamais jugé, quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils aient fait. Donc qu'ils aient une grande liberté de parole et qu'ils pouvaient se confier pleinement à toi. Absolument. Pour moi, s'ils ne peuvent pas faire ça dans l'espace de coaching, je me demande bien où ils pourront le faire. Tu as coécrit une bonne quinzaine de livres. Donc tu permets aux coachs, notamment, parce que tu as écrit beaucoup d'ouvrages sur le coaching, d'accoucher, de parvenir à un résultat concret. Oui, je dirais, moi, co-coach, donc du co-coaching, je pense qu'on travaille ensemble. Je les aide peut-être à accoucher et eux aussi. Je crois beaucoup à ce travail ensemble pour aboutir à quelque chose. Et puis je travaille avec des directeurs d'ouvrages aussi. En particulier, je suis très fidèle à une amie qui s'appelle Émilie de Vienne, avec qui on vient de faire une 2e édition du grand livre de la supervision et des fiches outils du coaching. C'est vraiment très intéressant comme expérience de construire ensemble. Donc il y a aussi cette dimension de pionnier qui met des jalons, qui conceptualise et qui du coup écrit noir sur blanc ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend de sa pratique. C'est vrai, d'ailleurs le premier s'appelait Maîtriser le coaching et j'avais dit à l'éditrice que je trouvais ce titre absolument scandaleux parce que personne ne pouvait prétendre maîtriser le coaching. C'était une dame assez connue dans le monde de l'édition qui m'avait dit « Monsieur, l'auteur n'a pas son mot à dire sur les titres, c'est notre métier ». Donc j'étais vraiment pas fier de ce titre. Qu'est-ce que tu retiens justement de toute cette collaboration avec le monde de l'édition ? Je retiens le fait qu'ils ont beaucoup de mal à faire face aux changements que nous vivons à l'heure actuelle. C'est ce que j'allais te dire, il y a matière à coacher. Il y a matière à coacher et probablement aussi qu'il y a de belles aventures qui se préparent, notamment dans le monde de l'auto-édition. Je crois qu'il y a des possibilités maintenant de diffuser d'excellents livres sans passer par le label d'un éditeur connu. Quel regard tu portes sur ces premières années ? Ça a été une période je la qualifiais parfois de Far West. C'était nouveau, donc tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas de règles particulières. Donc ça a été une aventure un peu passionnante avec une certaine forme de liberté, même si il y a toujours une face plus sombre qui a été des périodes où on a vu se faire un peu n'importe quoi. Mais c'est une période que je revis à l'heure actuelle en Afrique du Nord, où à nouveau on est dans une période des pionniers et où là le désastre est un peu plus marqué. Quelles sont les différences à la fois culturelles, d'approche peut-être aussi, du coaching dans ces pays ? Il y a une différence culturelle qui se comprend très bien. Par exemple, au Maroc, dans la traduction des phrases, on ne rate pas son train, c'est le train qui vous a raté. On ne rate pas son bus, c'est le bus qui te rate. Et donc, il y a une difficulté à reconnaître qu'on a pu ou qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faut dans son rôle de manager ou de dirigeant, mais c'est toujours la faute des autres. Ah, donc il y a une déresponsabilisation ? Ça va avec le Inch'Allah. On a beaucoup de mal à remettre les gens face à leur responsabilité d'acteurs dans la société. Il faut dire que c'est aussi une société et un régime qui ne favorise pas forcément le comportement d'acteur et de responsable. Alors au Maroc, c'est un peu plus marqué par le fait que les citoyens sont des sujets, mais en Tunisie, on a quand même des successions de dictatures plus ou moins bienveillantes. Alors c'est né à quel moment le coaching dans ces deux pays ? Dans les années 2010 à peu près, l'explosion qu'on a connue en France fin des années 90 est plutôt arrivée entre 2000 et 2005 au Maghreb.
plus dans le tertiaire, parce que c'est un secteur très développé, notamment au travers des activités de téléopérateurs. On a beaucoup de délocalisation. Et ça commence maintenant dans l'industrie. Qu'est-ce que ça t'a apporté de coacher dans ces pays quand tu revenais à Paris? Est-ce que ça a fait bouger ta pratique, par exemple? Ça m'a rappelé que le coaching est éminemment culturel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas coacher en dehors d'un environnement. Et que ça n'est pas si évident que ça de coacher quand on n'est pas dans sa culture d'origine. Donc je me trouve plus à l'aise maintenant dans la supervision des coachs au Maghreb parce que du coup, eux ont la connaissance et la culture. Elle est innée chez eux puisqu'ils sont dedans. Et moi je travaille plus avec du recul sur les actions ou les discours qu'ils portent auprès de leurs clients. Pour moi, la supervision, c'est un espace didactique, c'est-à-dire que c'est un espace où on continue d'apprendre et il est normal que le superviseur, de mon point de vue, fasse profiter de son expérience acquise, de sa connaissance théorique, etc. C'est un temps important et d'ailleurs, on n'a jamais fini d'être en supervision, je le suis moi-même. Je trouve que c'est vraiment un espace de ressources. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les coachs en Tunisie et au Maroc versus celles auxquelles sont confrontés les coachs en France? Est-ce qu'il y a une différence? Si on se reportait dans le temps, on a peut-être connu les mêmes en France. Il y a plusieurs différences, c'est la crédibilité. Les entreprises n'y croient pas beaucoup. On est encore dans un management des années 50-60 en France, avec le patron qui sait et les autres qui exécutent. Donc c'est très difficile à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est une profession qui est à 80-90% féminine et ça pose un problème, c'est pas représentatif de la société. Et on a beaucoup de femmes des classes moyennes qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup travailler, mais qui voient là une occasion de s'occuper, de faire des choses, et en mélangeant allègrement l'accompagnement de la vie privée et l'accompagnement de la vie professionnelle. C'est à peu près équivalent en Tunisie et au Maroc? Oui, c'est la même chose. Et tu l'expliques comment? Parce que c'est assez étonnant, ça, que le coaching soit plutôt porté par des femmes. Il ne faut pas oublier que ces sociétés, contrairement aux apparences, sont des sociétés extrêmement matriarcales. Dans la réalité tunisienne et marocaine, la femme a un rôle extrêmement important. Elle est la vraie patronne. Les hommes peuvent plastronner à l'extérieur et jouer au caïd, mais quand ils rentrent à la maison, ils savent qui est le chef. Et tu disais, ça pose certaines difficultés parce que c'est pas évidemment représentatif de la composition de la société. Quelles difficultés? Elles viennent d'un milieu qui n'est pas forcément celui de leurs clients. Elles n'ont pas toujours une expérience de l'entreprise. Ce sont éventuellement des psychologues qui se sont reconvertis. Elles n'ont pas forcément été managers, dirigeantes. Et je crois que c'est important d'avoir été confronté à ce genre de choses lorsqu'on est un coach. Il faut avoir vécu soi-même aussi avec ses tripes un certain nombre de choses parce qu'on apprend de ces situations. Elles contribuent malheureusement à la confusion entre coaching de vie et coaching professionnel. Je ne crois pas à titre personnel au life coaching, au coaching de vie parce que je pense qu'il y a des thérapeutes pour ça et je trouve ça très bien. Et du coup, comment tu les accompagnes pour faire face à ces difficultés? Je suis très questionnant et très confrontant avec elles sur leur pratique. Ceci étant, je ne mentirai pas en disant que maximum 10% des coachs marocains et tunisiens sont en supervision. Et je suis sûr de mon chiffre et je pense même qu'on risque d'être en dessous. Il n'y a pas de superviseur, il n'y a pas de supervision. D'ailleurs, les coachs sérieux que je connais au Maghreb et que je connais bien avant d'avoir été superviseur là-bas faisaient déjà appel à des coachs étrangers. Pour eux, c'est une dépense. Et puis, donc, il n'y a pas d'association sérieuse. Alors, bien sûr, l'association de référence mondiale, ICF, s'y est installée. Elle est entre les mains de 2 ou 3 cabinets. On n'a pas de creuset associatif suffisamment fort pour contribuer à la professionnalisation des coachs au Maghreb. Alors, ça peut venir. Il leur faut aussi le temps. Et donc, tu es aussi superviseur en France? Je suis également superviseur en France. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les coachs en France? Il y en a plusieurs. Les formations ne sont pas forcément toutes d'égale valeur et là c'est une litote. D'autre part, il faut aussi reconnaître que une formation en coaching, c'est 10-15 disciplines à réunir quelque part, du développement personnel, de la sociologie, de la psychologie, de la connaissance du monde de l'entreprise, donc c'est très difficile et ça n'est jamais fini. Et probablement qu'un certain nombre de formations sont trop dans la théorie et pas suffisamment dans l'accompagnement de la pratique. Il y a encore en France des grandes écoles prestigieuses qui proposent des formations pendant 1 an et demi où les gens ne coachent même pas une fois. Tout est en jeu de rôle. On devrait imaginer une formation de coach en alternance, c'est-à-dire avec de la pratique supervisée. Une partie de la formation, c'est de coacher.
Est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé que tu voudrais qu'on aborde ? Après 47 ans de vie professionnelle, j'ai encore des projets. Je suis encore coach et j'ai envie de développer les choses. Donc, je suis en train de travailler avec des collègues marocains, tunisiens et français pour donner un contenu à l'accompagnement de type coaching pour les jeunes, pour préparer leurs projets professionnels, parce que je trouve que ce qu'on fait à l'heure actuelle est lamentable. L'éducation nationale est complètement en dessous de tout et en retard de 30 ans. On en est encore à l'orientation professionnelle avec des jeunes de 14 ou 15 ans. Et moi, je dis, mais comment peut-on s'orienter si on ne sait pas où on va ? C'est-à-dire, si on n'a pas aidé les gens à travailler sur ce que c'est qu'un projet, je vois pas bien où est l'orientation dans cette affaire. Donc, on va travailler sur la base d'une charte, rassembler des cabinets qui vont en faire une offre responsable et éthique pour les jeunes, de manière à les accompagner sur le projet professionnel au travers des outils, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça fait 15 ans que je suis consultant expert auprès de Pearson Talent Lens. C'est l'éditeur de tests qui s'appelait avant ECPA, qui produit des outils psychométriques dans le monde de l'évaluation et dans le monde du développement. Et on a d'excellents outils comme Motiva, comme Exa 3D, etc., qui sont des outils d'aide à l'élaboration du projet professionnel. Donc je vais te proposer maintenant un questionnaire rétrospectif. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier ? Probablement de deux personnes qui ont toutes les deux vécu une épreuve terrible dans leur vie professionnelle après le suicide de collaborateurs sur le lieu de travail. Une situation de crise, oui. Une grande tension psychologique. Et une grande fragilité avec le sentiment d'être responsable. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel un de tes clients t'a demandé de l'accompagner ? Probablement un directeur général d'une PME qui m'a demandé de l'aider à arrêter de travailler. C'était un workaholic et à 65 ans, il était toujours le dynamique patron de son groupe et il m'a dit « Accompagnez-moi à me détacher de tout ça et à me consacrer un peu plus à ma vie privée, trouver un équilibre. » Et il y est parvenu ? À ma connaissance, oui, mais parce que ça fait déjà quelques années. En tous les cas, on garde encore de bonnes relations, d'échanges courtoises, et il me semble qu'il a progressé. Mais il a quand même du mal. Quand on aime son job, c'est difficile, et quand on a créé son bébé, donc son entreprise, ça peut être très difficile aussi. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ? C'est un bon professionnel, il a compris ce que c'est que le coaching, et il m'a vraiment accompagné dans l'atteinte de mes objectifs. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs ? Je proposerais que ne soient membres de l'association que des gens accrédités. On ne peut pas être membre d'une association, ça crée beaucoup d'ambiguïté chez les clients qui voient pas bien la différence entre certifiés, membres, etc. Je ne souhaite pas forcément qu'on appelle ça un ordre, quelque chose quand même qui regroupe des professionnels qui ont pris des engagements et qui pratiquent le coaching selon une certaine éthique de la profession. Alors après, il faut rappeler que l'appellation coaching n'est pas protégée, que n'importe qui peut se prétendre coach. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Absolument. Et d'ailleurs, en France, moins de 10% des personnes qui disent faire du coaching appartiennent à une association. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ? Peut-être le fait de ne plus intervenir dans un univers qui n'existait pas, c'est-à-dire la dimension de Far West qui doit quelque part m'exciter un peu, c'est-à-dire le fait que ce soit nouveau et qu'on n'a encore jamais fait ça. Par définition, ça n'est plus possible à part si je vais proposer ça en Amazonie peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien ? Qu'il démystifie le coaching. Ce n'est pas le métier qui va permettre d'envisager une fin de carrière heureuse lorsqu'on a souffert en tant que cadre dirigeant dans une structure. Le coaching, idéalement, ça devrait être une vocation. D'autre part, il faut passer du temps en termes de développement personnel. Le conseil que je donnais toujours aux jeunes coachs quand ils m'en parlaient, c'était de dire si tu veux être un coach, il faut pas avoir faim. Si tu es par exemple responsable du marketing ou de la communication, etc., je leur disais toujours garde ton job, libère d'abord 20% de ton temps pour faire ta formation, pour peaufiner, etc. Puis après, tu peux passer à 30%, 40%, mais assure toujours ton revenu minimal garanti par ton talent professionnel reconnu. Et là, tu pourras faire bien ton métier de coach, c'est-à-dire savoir dire non si on te propose une mission qui n'est pas éthique. Quel autre conseil tu pourrais donner à un jeune coach qui commence ? Être vraiment au clair sur son approche de coach, la décrire, l'écrire, la communiquer, et veiller toujours à être en accord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, parce que le coaching, ça n'est pas des déclarations d'intention, c'est une pratique sur laquelle les clients vous évalueront. Jean-Yves, je te propose d'écouter à présent la chanson que tu as choisie pour illustrer ton parcours et nous en parlons juste après. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi
tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade. Donc cette chanson est sortie en 1975. Pourquoi cette chanson ? Parce que j'espère qu'en tant que coach, nous contribuons à permettre aux gens d'être plus heureux dans leur vie, et dans leur vie professionnelle en particulier. Et d'autre part, parce que le coaching et le travail avec mes clients m'a probablement apporté le côté heureux de ma vie. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ce qui était associé, en tous les cas, à la chanson, c'est un défilé de visages dans ma tête. Tes différents clients. Oui. Pour toi, le coaching, c'est permettre aux gens de trouver une forme de bonheur. En tous les cas, de contribuer à leur bonheur, oui. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, David. Des gens heureux. Parcours de coach. Merci pour votre attention. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos parcours de coach sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Stitcher, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Vous pouvez également nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 séries de podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.